Donc, je vais vous présenter ma vision des choses sur l'analyse et le traitement d'images et de vidéos par l'intelligence artificielle. Et je me base sur le travail de mes collègues, moi-même, dans les différents projets. Et donc, je vais vous en parler. Nous allons faire une petite introduction, ensuite introduire les modèles bio-inspirés que nous utilisons aujourd'hui en intelligence artificielle et ensuite passer à leur application. Et je vais vous parler de l'analyse de l'héritage culturel. Donc, c'était un grand projet ANR soutenu par l'Agence nationale de la recherche et l'Agence nationale de la recherche de Mexique. Ensuite, nous allons parler de projets que nous avons en cours. Il s'agit de l'analyse d'images pour l'assistance aux porteurs de neuroprothèses des membres supérieurs. Et je vais dire quelques mots concernant l'IA hybride, car c'est ça la tendance aujourd'hui. Et nous allons conclure. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique, mais honnêtement, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Et cette branche s'intéresse à la construction de machines intelligentes, capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Et l'IA est une science interdisciplinaire qui comporte plusieurs approches. Donc, depuis l'introduction de ce terme intelligence artificielle qui date des années 1950 et on le doit à Alan Turing, nous avons vu surtout des systèmes experts qui étaient basés sur des règles logiques à se développer dans la prise de décision assistée par des machines, par des ordinateurs. Mais depuis quelques années, nous avons vu le shift de paradigme, c'est-à-dire que nous sommes maintenant surtout dans le contexte de l'apprentissage automatique. Et si on puisse faire l'analogie avec la biologie, nous sommes dans les réseaux de neurones artificiels. Et donc maintenant, si je vous trace ce diagramme de Euler dans lequel il y a le grand IA qui est en quelque sorte partitionné en deux grands domaines qui sont des systèmes experts à la base de règles et l'apprentissage automatique. Donc, au sein de l'apprentissage automatique, nous avons ce que nous appelons l'apprentissage profond. Et donc, c'est là qu'on imite le fonctionnement de notre cerveau avec la complexité, bien sûr, qui est encore loin de la complexité du cerveau humain, mais quand même, c'est la tendance et c'est la tentative de la recherche dans ce domaine. Et tout récemment, on a vu interagir ces deux domaines. Et donc, si par exemple vous utilisez le chat GPT de temps en temps pour poser des questions, alors la dernière version chat GPT numéro 4, c'est typiquement un IA hybride dans lequel nous avons aussi bien l'apprentissage que la collaboration entre différents agents qui apprennent chacun sa tâche. Et donc, maintenant, revenons à la source. Nos systèmes d'apprentissage profond sont des modèles bio-inspirés. Et l'unité de calcul de base du cerveau humain, c'est un neurone. Le système nerveux humain comporte environ 86 milliards de neurones qui sont reliés entre eux par environ 10 puissance 14, 10 puissance 15 de synapses. Donc, vous connaissez éventuellement ce schéma classique de la biologie. Donc, ici, vous avez le noyau de neurones et son corps cellulaire. Et nous avons
aussi des entrées dans ce corps qui provient d'autres neurones. Ces entrées sont traitées et la réponse de neurones passe par axon. Et donc, bien sûr, c'est la circulation de l'électricité dans le cerveau. Dans ma vie, j'ai vu une très belle expérience biologique, un peu cruelle, sous le microscope électronique, dans le cerveau d'une souris ouverte. Et on voyait comment ces petites pulsations électriques se propagent dans le cerveau pendant le processus de raisonnement. Et donc, pour imiter un peu avec un simple schéma, je vous ai fait cette petite animation. Donc, on a dans notre neurone, soit biologique, soit artificiel, des données d'entrée. Donc, les données circulent sur des connexions synaptiques. Chaque connexion synaptique est caractérisée par sa valeur, on les appelle des poids. Et puis, nous avons une double action de neurones, à savoir, d'abord, ces informations subissent une opération de convolution, c'est une opération linéaire, donc tout simplement on multiplie par les poids et on additionne, mais après, ce qui est le plus intéressant, c'est la réponse non linéaire d'un neurone. Donc, de cette convolution, on va donc prédire la réponse et c'est pour ça qu'on va dénoter notre Y, la réponse, avec un chapeau parce que c'est une réponse prédite. Et c'est ça qui est aussi pour les mathématiciens qui travaillent dans le domaine de l'IA, ce type de fonction a fait également une question de recherche importante et aujourd'hui il existe plusieurs. Et donc, un neurone, c'est très bien, mais nous avons le cerveau qui est, donc notre cerveau artificiel, qui imite le cerveau humain, et donc forcément, c'est un réseau. Et donc, dans le réseau, nous avons plusieurs neurones. Et donc, si le premier neurone a été proposé, voilà, déjà plusieurs années, c'était le modèle de McCulloch et Pitts en 1943. Ici, ils ont appelé leur modèle perceptron. Ici, nous avons le perceptron multiniveau qui a été proposé par Rosenblatt en 1958. Et donc, l'intérêt de la chose, c'est que nous avons des neurones d'entrée, ce sont en fait nos données. Ensuite, cette information se propage vers des couches internes et nous pouvons rajouter autant de couches qu'on souhaite pour que notre système soit performant, mais en tout ce qui concerne le calcul numérique, nous ne pouvons pas rajouter trop de couches parce que notre système devient instable à l'apprentissage. Plus nous avons des paramètres, plus instable est notre système et plus il est sensible aux erreurs dans les données. Et ici, donc, nous avons des neurones de sortie. Je vous ai montré un petit réseau, en fait, qui prend en entrée des images. Chaque neurone, c'est une imagette, c'est un chiffre, en fait, c'est une imagette binaire. Et à la sortie, on a les probabilités que ce sont des chiffres, les 9 chiffres. Donc, un petit réseau connecté. Mais si vous pouvez voir, chaque neurone d'entrée est connecté avec toutes les neurones de couches suivantes. Donc, on appelle ça des réseaux complètement connectés. Donc, le perceptron multiniveau. Et c'est notre classificateur. Donc, on rentre une information. Donc, on avait des imagettes 26 par 26.
Et finalement, donc, on a la probabilité que la petite imagette nous montre un chiffre. Mais très vite, avec la quantité d'informations dans les images, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le cinéma numérique, nous avons 4000 ou même 8000 pixels en ligne, donc ce sont des très grandes résolutions de l'image. Bien sûr, on ne pourrait jamais utiliser ce type de réseau de neurones. Et c'est pour ça que, concrètement, pour les images, Yann LeCun, est-ce que vous connaissez ce nom? Oui, nous sommes très fiers parce que c'est un chercheur français, a proposé les réseaux à convolution. Et donc, ce papier est sorti en 1998, mais je dois vous dire aussi que en France, ces travaux sur les réseaux de convolution ont été menés même un tout petit peu plus tôt à France Télécom. Et à l'époque, nous travaillons donc sur les problèmes de codage visuel et nous souhaitons que dans la scène de visiocommunication, comme vous communiquez aujourd'hui par Zoom ou par Google Meet, que le visage soit le meilleur représenté. Et donc, le problème était de détecter les visages dans les images et les chercheurs de France Télécom à l'époque déjà appliquaient les réseaux de neurones à convolution. Maintenant, c'est notre modèle fondamental. Essayons de comprendre comment elle fonctionne. Donc, par rapport à notre modèle précédent, où chaque neurone d'entrée est connecté avec tous les neurones de la couche suivante, ou inversement, le neurone de la couche suivante voit tous les neurones d'entrée, dans les réseaux de convolution, le neurone dans la couche suivante voit une zone très petite. On appelle ça le champ réceptif, et le champ réceptif des réseaux à convolution est limité. Et en fait, chaque neurone voit sa zone, et donc ça veut dire qu'il multiplie par ses poids. Et ce qu'on souhaite faire, c'est d'extraire la quantité des neurones qui vont répondre à différents détails dans l'image. Par exemple, dans cette lettre A, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des extrémités, nous avons un angle, nous avons des intersections. Et donc, quelque part, il nous faut des neurones qui vont répondre, c'est-à-dire donner une grande valeur de sortie pour ce type de configuration. Et c'est pour ça qu'on va appliquer plusieurs couches ici. Et donc, une image, ici, une image binaire, en fait, est éclatée. Et donc, ici, vous avez 6 couches, 6 filtres que nous avons appliqués, 6 configurations de poids. Et petit à petit, de même façon comme on le fait dans le perceptron multiniveau, nous allons propager cette information, mais on ne pourrait pas, bien sûr, propager parce que ça va nous grandir et grandir et grandir la quantité des couches dans les réseaux de convolution. C'est la première raison. Et la deuxième raison, que nous souhaitons retenir que des choses essentielles. Et pour ça, vous voyez que la couche suivante est plus petite spatialement. Donc, on fait une opération, ce qu'on appelle le pooling, à savoir retenir juste les parties principales, mais ceci de façon régulière. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à des toutes petites imagettes, on peut le dire, des caractéristiques qu'on va donc ensuite étaler dans un seul vecteur. Et ici, vous voyez exactement le modèle de perceptron multiniveau que nous venons de voir. Voilà. Et donc, à la différence des réseaux complètement connectés de perceptrons, les réseaux à convolution se focalisent sur une petite zone dans l'image. Et ici, je vais vous montrer quelques illustrations. Nous avons ici
l'image naturelle, c'est un crop de visage, et on va le pousser à travers le réseau de convolution, et petit à petit, ici, nous visualisons les caractéristiques qui ont été extraites par des neurones dans les couches. Et donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, il est assez. Donc, on a visionné ici juste une couche. Ensuite, on a le deuxième niveau. Et vous reconnaissez les petits détails de visage. Donc, les neurones ont répondu aux caractéristiques qui, en fait, caractérisent le visage. Ensuite, après les opérations de pooling, donc nous allons avoir déjà des carrés un petit peu plus petits, mais on les a un peu étalés pour voir mieux. Et par exemple, dans ces imagettes, vous voyez clairement la silhouette de visage, n'est-ce pas? Intéressant. On continue, jusqu'à ce qu'on ne retient que des choses très pertinentes et à très haut niveau d'abstraction. Finalement, donc, on va avoir une telle image, donc nous allons l'étaler dans un vecteur et notre perceptron prendra sa décision par les couches complètement connectées. Et donc, toute cette partie-là nous sert pour extraire les caractéristiques et les soumettre au classifieur, notre perceptron qui prend la décision, est-ce que c'est un visage ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc, maintenant, quand nous avons compris comment fonctionnaient nos réseaux à convolution, nous allons parler de leur application. Et donc, je vais vous présenter un grand travail de recherche qui a duré 4 ans avec nos collègues mexicains, avec l'Institut national d'audiovisuel, INA, donc avec le CNAM de Paris, le laboratoire Cédric. Et notre problème ici était dans les photos qui étaient collectées par des hélicoptères, par les prises à partir des voitures, par les prises de photos tout simplement sur le terrain. Il fallait donc classer cette énorme quantité des images selon les styles architecturaux des bâtiments qui étaient présents. Donc, c'était pour répertorier un peu le patrimoine architectural en Mexique. Et la taxonomie des styles a comporté 4 classes. Donc, le style des bâtiments préhispaniques, colonial, moderne, et puis bien évidemment la classe de rejet quand la photo contenait beaucoup d'objets masquants, comme par exemple les arbres deviennent les bâtiments et autre chose. D'ailleurs, cette classification avec les classes de rejet, c'est quelque chose de standard parce que nous ne pouvons pas toujours avoir la bonne qualité de l'image, ça dépend des conditions dans lesquelles elle a été prise. Donc, maintenant, nous avons pensé pourquoi ne pas faire un pas en avant dans notre inspiration biologique. Donc c'est très bien, nous avons vu que les réseaux de neurones à convolution, c'est une structure complètement régulière et quand on pousse une image à travers, on fait la confiance absolue. Mais comment faire mieux et comment faire pour que le réseau de neurones d'emblée se focalise sur les parties intéressante dans l'image. Maintenant, la question, qu'est-ce que c'est l'intérêt? L'intérêt dépend de la tâche de classification. Donc, un humain qui va regarder une image de bâtiment va se demander quel est le style architectural. Et donc, pourquoi ne pas proposer au réseau l'information déjà pondérée par l'intérêt humain. Et c'est typiquement ce que nous faisons. Et pour ça, nous nous appuyons sur les
travaux d'un scientifique anglais, David Wooding, qui s'est intéressé comment les gens regardaient les images. Et donc, quelque part au début des années 2000, il a fait une très grande expérience. Il a mis des outils de suivi de regard, on les appelle des eye trackers, devant les tableaux à la Galerie nationale de Londres. Il a enregistré les points de fixation de 5000 sujets. Et sur ces points de fixation, là, vous voyez comment eye tracker repère ou regarde les personnes qui observent l'image. Et sur ces points de fixation, il a proposé de construire des cartes d'attention visuelle. On les appelle les cartes de Wooding ou les cartes de Science. Et donc comme ça, si on collecte toutes les cartes, tous les points de fixation et on construit les cartes de Wooding pour une image qui est observée par plusieurs sujets, nous pouvons voir quelle est la partie intéressante dans l'image dans notre tâche de classification. Et donc, ici, typiquement, pour reconnaître le style architectural de ce bâtiment, la majorité des gens donc regardent ici, parce que c'est rouge, c'est une forte concentration. Bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser cette information? Donc, tout d'abord, nous pouvons faire des crops dans les images. Ça ne sert à rien de proposer l'image complètement au réseau de neurones. Ça va nous économiser les calculs si on puisse sélectionner une partie importante. Et donc, avec ces cartes de Wooding, nous pouvons sélectionner des régions et ensuite soumettre ces régions à notre réseau et peut-être fusionner les résultats de classification de plusieurs réseaux qui travaillent chacun sur sa propre région dans l'image. Et donc, effectivement, nous avons fait une telle expérience et hop, nous avons donc utilisé différents réseaux disponibles donc à l'époque de notre projet et nous voyons que pour les différentes déformations de l'image, comme la rotation, parce que les images sont prises par les caméras, donc forcément on peut avoir une rotation de la caméra ou encore la translation quand on a juste une partie de l'image, etc. Nous avons quand même obtenu de très jolis résultats pour des réseaux GoogleNet. C'est un réseau qui est très très profond. Donc, au niveau de métrique, on est à 97% donc, de qualité. C'est-à-dire que 97% des images ont été classifiées correctement. Donc, voilà. Et tout ça grâce à ce guidage par les cartes de science visuelle. Et donc là, je vous montre encore d'autres résultat. Et bien sûr, plus le réseau est profond, plus il est performant. C'était grosso modo le postulat dans les développements de réseaux à convolution. Donc on peut arriver sur les données différentes, donc en fonction de configuration de notre dataset, nous pouvons donc SB, ça veut dire saliency based, donc avec l'inclusion de l'attention visuelle. Donc c'était déjà des choses intéressantes et qui pouvaient, et d'ailleurs été intégrées par nos collègues mexicains dans un grand démonstrateur, dans la plateforme Mixculture qui permettait d'indexer des images et classifier les styles dans les bâtiments. Mais nous ne pouvons pas mettre les observateurs humains devant chaque image. C'est une expérience qui est très lourde et donc la communauté scientifique a commencé à penser comment forcer les réseaux à faire attention. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut introduire dans les réseaux
pour que chaque couche de convolution sera prise en compte avec son propre poids, avec sa propre importance. Non seulement chaque couche, mais aussi chaque localisation spatiale. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux à ce sujet. Et même ces notions d'attention ont amené à des nouvelles architectures de réseaux profonds qu'on appelle les transformers. Et les transformers sont typiquement à la base de ChatGPT et de la majorité des travaux que nous avons aujourd'hui en images. Et donc, il y a eu plusieurs approches. Par exemple, on va prendre les caractéristiques de convolution, donc les compresser dans une seule valeur représentative et ensuite donc pondérer ces couches de convolution pour les propager dans les suites de réseaux. Ou encore, nous pouvons rajouter la tension spatiale. Tout ça, ce sont des travaux donc, des collègues américains que j'ai cités. Et ce que nous avons fait, c'est introduire la carte de tension visuelle et effectuer les opérations de pooling en fonction de l'intérêt de la zone dans l'image. Et donc, ces cartes visuelles pouvaient être obtenues par l'expérience sur les humains ou encore l'état de l'art. L'état de l'art était tel que nous avions suffisamment de modèles de prédiction de la tension visuelle dans les images que nous pouvions donc utiliser un de ces modèles. Et donc là, vous pouvez voir la propagation de la carte à droite à travers le réseau. Ici, nous avons un bâtiment. C'est la carte de science. Vous voyez que les humains et aussi les modèles de science visuelle font plus attention, c'est plus clair, donc c'est plus important en tout ce qui est la forme, donc les contours du bâtiment. Et petit à petit, quand on va faire du pooling, on va se focaliser plus là où on a l'attention visuelle. Donc, comme ça, par notre inspiration biologique, on guide les réseaux profonds. Bien. Et donc, nous avons posé la question de recherche suivante. Les modèles d'attention dans les réseaux sont très performants déjà sans la science visuelle. Essayons de comprendre si les réseaux de neurones profonds sont aussi attentifs que les humains. Et nous avons comparé ces modèles. Et qu'est-ce que nous avons conclu? Que les CNN, les réseaux à convolution, avec les modèles de tension, disons, mathématiques qui sont introduits, sont pratiquement au même niveau de performance que quand les humains guident le réseau. Par contre, c'est vrai que nos modèles convergent plus vite quand on fait l'apprentissage automatique. Bien. Donc, maintenant, nous allons parler d'une autre application des réseaux profonds. Dans le grand projet, c'est une recherche qui est progressive et nous le menons en collaboration avec l'Institut des sciences cognitives et intégratives de l'Université de Bordeaux et de CNRS. Il s'agit ici d'aider aux amputés, d'aider aux gens qui doivent porter les prothèses des bras et des mains. Donc voilà notre projet actuel. Il est soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Il s'appelle ANR, iWrist. Et les objectifs de notre recherche se basent sur le fait qu'aujourd'hui, à cause des différentes situations très tristes comme le terrorisme, les conflits militaires, les accidents, les besoins en prothèses qui soient
beau marché, c'est quand même plus de 10 000 euros, ce besoin grandit. C'est vrai qu'aujourd'hui, en robotique, cobotique, donc la robotique pour les humains, il existe déjà des prothèses bioniques très légères et qui se basent sur la capture des signaux des muscles, mais ces prothèses sont très très chères. Une prothèse bionique, c'est d'ordre de 50 000 euros, et bien sûr, aucune sécurité sociale dans aucun pays européen n'est capable de rembourser ce genre de choses. Et non seulement ça, hein, c'est parce que pour fixer le prothèse bionique et pour qu'il soit opérationnel, il est nécessaire de capter les signaux des nerfs dans la partie restante du bras de la personne. Donc forcément, la personne est opérée et les sorties des nerfs sont connectées à la prothèse bionique. Donc déjà, il y a une intervention chirurgicale, mais avec le temps, il est nécessaire de réopérer le sujet parce que les terminaisons des nerfs perdent leur sensibilité. Donc, c'est très compliqué. Et ce que nous avons conçu avec nos collègues biophysiciens, c'est de faire des prothèses bioniques, mais qui soient guidées par la vision. Donc, c'est-à-dire qu'on n'opère pas le patient, mais il va donc mettre son bras et les systèmes, disons, de contrôle robotique vont amener le bras dans l'endroit, dans l'espace où la personne souhaite saisir un objet. Et donc là, il est, vous voyez, avec des lunettes. Ces lunettes mesurent son regard, donc c'est un eye tracker aussi. Il mesure la scène visuelle, donc il y a une acquisition vidéo, il y a une acquisition de la profondeur, de la carte de profondeur, qui nous donne la distance des points par rapport au repère de la caméra. Et donc, toute cette information qui est sur les lunettes, c'est nous qui devons l'utiliser pour donner le point et l'orientation spatiale des objets que la personne souhaite attraper. Donc, vous imaginez que ce n'est pas si évident dans des situations comme ça. Donc, je vous montre typiquement les données qui sont acquises par les lunettes. Donc, je n'ai pas la carte de profondeur ici, mais vous voyez donc la vidéo qui est très saccadée parce qu'il est surhumain qui s'approche et qui souhaite donc attraper l'objet. Et vous avez le point rouge, c'est son point de fixation, c'est là où il regarde. Okay? Donc, l'intérêt d'utiliser toute cette information. Et donc, nous avons notre objet et l'objectif aujourd'hui, c'est d'estimer sa pose 6D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ses coordonnées X, Y, Z et les angles de rotation par rapport aux axes donc, de l'objet. Comment le faire? Il faut analyser la vidéo, le regard, la profondeur, la carte de la profondeur, tout ça qui est acquis sur les lunettes. Et voilà notre gros schéma dans lequel vous voyez ce qui se passe. Donc ici, nous avons l'image qui est acquise par la caméra. Nous avons la carte de profondeur qui est acquise avec le senseur de la profondeur. Nous avons le point de fixation où la personne regarde. Et nous allons travailler sur l'image. Notre première étape, c'est la segmentation de l'image. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous souhaitons avoir à la fin le masque de l'objet que la personne souhaite saisir. Donc, nous prenons ces pixels de la vidéo,
nous faisons notre cuisine et il faut qu'on a ce masque dans l'image. Parce que comme ça, on a localisé l'objet et nous pouvons utiliser l'information de la profondeur et autres. Et donc pour ça, le problème de segmentation, c'est un très ancien problème en analyse d'image. Et aujourd'hui, donc, il y a les moulinettes de l'intelligence artificielle, notamment qui s'appellent SAM, Segment Anything Model. Et donc, les auteurs de ce modèle procèdent comme ça, ils prennent une image, ensuite le poussent à travers le réseau de convolution, donc on appelle ça l'encodage. Ici, on a des caractéristiques de l'image. On prend le masque de référence parce que pour entraîner, il faut connaître la vérité terrain. Donc, pareil, on va l'encoder. Et ensuite, on va décoder le masque et rajouter le prompt. Et donc, qu'est-ce que c'est le prompt? Le prompt, ce sont des points de fixation du regard pour nous. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons soit les boîtes englobantes ou même le texte, la description textuelle. Donc, et finalement, donc, nous allons prédire le masque de l'objet à saisir dans l'image. Et donc, voilà encore un petit schéma qui nous montre comment on entraîne le modèle. Pour entraîner, donc, il nous faut connaître ces fameux poids dans les différentes couches. Ensuite, comment on reconnaît sur l'image inconnue, à savoir, on soumet juste une image et on a besoin d'un masque. Mais entre les deux, on a ce qu'on appelle l'ajustement de modèles existants ou fine-tuning. À savoir que toutes ces affirmations des producteurs de modèles de l'IA pour l'image qui disent que notre modèle est capable de traiter n'importe quelle image, que vous n'avez pas besoin de l'adapter ni rien du tout, tout cela est faux selon notre expérience. Parce que notre réalité est tellement riche et les images de chaque domaine sont tellement différentes que nous sommes obligés d'adapter le modèle. Et donc, pour ce faire, ici, on a le bloc qu'on appelle fine-tuning et dans lequel nous rajoutons non seulement les points de fixation, mais aussi les masques de Wooding, les fameuses cartes de Wooding, pour que notre système mange toute cette information et adapte un peu ces paramètres par rapport aux images que nous avons devant nous, que nous enregistrons avec cette caméra. Maintenant, je vais vous montrer une petite démonstration. Comment ça se passe? Voilà notre scène naturelle. La personne a l'intention de saisir l'objet. Donc, nous collectons tous ces points de fixation des images dans la vidéo jusqu'au moment présent. Donc, en l'occurrence, l'objet, c'est la bouteille. Nous filtrons cette information. Voilà le masque de Wooding qui est construit à partir des points de fixation filtrés et notre masque final de l'objet. Nous avons fini notre étape de segmentation et vous remarquez que la scène est très complexe. C'est ce qu'on appelle l'acquisition dans la nature, in the wild. Ce n'est pas des exemples joués. Et donc, ici, vous pouvez voir des différents objets. Donc, pack de lait, bol, un autre bol. Voilà. Donc, et finalement, on va avoir les masques. J'espère.
la petite musique, vous allez entendre le violoniste l'année prochaine. C'est François Pinot-Dunois qui joue. Voilà nos cartes de voting et nos masques. Donc, l'étape de segmentation. Et puis, vous pouvez voir que les métriques sont quand même assez bonnes. Donc, je ne rentre pas dans les détails de métriques, mais vous voyez les pourcentages qui sont proches à 90% et même un petit peu plus. Maintenant, donc, nous avons les masques et il nous faut utiliser l'information de profondeur. Donc, avec ces masques, juste restreindre sur l'objet. Et donc, c'est exactement ça ce que nous faisons, à savoir, on a les cartes de profondeur, on va les projeter dans le plan image. Donc ici, vous voyez qu'on s'est focalisé sur un tel cylindre. Donc, pour l'instant, c'est l'expérience laboratoire. Et là, nous avons donc restitué la surface 3D de ce cylindre, donc qui est nécessaire pour estimer la position de l'objet pour asservir le bras robotique. Donc là, je vous montre une petite aussi démonstration, comment on peut projeter ça dans l'espace 3D. Donc c'est notre cylindre. Et vous voyez que nous avons quand même pas mal de bruit de points verts parce que nous n'avons que la partie visible dans l'image. Donc forcément, on ne peut pas extraire tout l'objet. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement la partie visible. Donc ce n'est pas gênant pour notre problème. Pour faire cette expérience, il y a beaucoup de travail. Il faut enregistrer toutes ces données. Bien sûr, nous ne sommes pas encore au démonstrateur en temps réel, mais nous enregistrons les données et ensuite on les traite, comme on dit, offline. Et ici, nous avons des caractéristiques techniques de ces enregistrements. Donc, nos lunettes HoloLens acquièrent l'image à 30 images par seconde. Donc, profondeur, c'est pareil, 30 images par seconde. Et concernant les points de fixation, c'est très variable. Donc, il faut adapter toute cette information, la mettre à la même fréquence temporelle. Et quand on va nettoyer nos données, ce que vous voyez ici, ce sont des énormes chiffres d'abord. Donc, 46 séquences, ça nous fait 63 000 images. Mais après, on est obligé de jeter la moitié parce que les systèmes réels avec les senseurs, des fois, montrent les défaillances des senseurs. On a une image RVB, mais on n'a pas de profondeur. Donc, c'est inexploitable, on réduit. Et ensuite, donc, nous allons annoter toutes ces images. Et bien sûr, c'est une annotation sur l'image couleur que nous faisons. D'ailleurs, ce sont des beaux projets pour les étudiants. Ils sont très motivés par ce genre de travail, bien qu'il est fastidieux. Mais aussi, il est aidé par les plateformes d'annotation actuellement en ligne. Et finalement, pour entraîner notre système sur le cylindre, nous avons de telles quantités des images. Deux objets, cylindre et pince à linge. Pourquoi? Donc, parce que ce sont des objets. Donc, cylindre est considéré comme un objet, disons, standard de complexité de contrôle robotique. Et pince à linge, c'est un objet qui est très complexe parce qu'il est petit, il est fin, et donc il faut que le système fasse ses preuves sur ces deux objets, comme ça on est tranquille pour les mettre dans les objets naturels. Voilà, et donc je vous montre des annotations que nos étudiants ont fait. Donc ici, pince à linge en rouge et le cylindre en bleu. Et on entraîne notre système. Notre système, c'est un réseau également. Et dans ce réseau, nous avons besoin de masques, nous avons besoin de profondeur. Nous construisons ce qu'on appelle le point cloud, à savoir ensemble des points dans l'espace 3D avec leur valeur de la couleur.
Et avec ce point cloud, on va entraîner donc notre modèle. Ici, vous voyez la courbe d'entraînement, c'est la courbe d'erreur. Donc, cette courbe d'erreur descend, ça veut dire que notre système fonctionne. Et déjà, après cette époque, donc qu'est-ce que c'est qu'une époque? C'est quand on a un ensemble de données d'apprentissage, on appelle ça un ensemble d'entraînement. Et donc, quand on push tout l'ensemble d'entraînement à travers le réseau. Donc, comme ça, on a la réponse et on peut mesurer l'erreur par rapport à la vérité terrain. Et on répète ce processus plusieurs fois parce que derrière, il y a un algorithme d'optimisation à la base de descente de gradient. Et donc, généralement, il faut aller jusqu'à 100 ou 200 époques pour entraîner les systèmes de telle complexité. Et on voit que déjà au 7e époque, l'erreur en distance par rapport à l'objet, elle est moins de 2 cm. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà très proches à l'objet et en ce moment, c'est en plein entraînement du système pour tuner un peu les paramètres pour donc arriver à des erreurs qui sont inférieures à 1 centimètre. Et donc, là maintenant, vous pouvez voir des résultats intermédiaires. Donc, pour certaines séquences, donc ceci est un capteur, on appelle ça ARUCO. Donc, on lit le QR code et on connaît la position 6D de l'objet dans l'espace. C'est la vérité terrain. Et donc, la vérité terrain est verte et ce que nous obtenons, c'est bleu. Donc, sur cette séquence, c'est assez proche, mais sur celle-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, à savoir la personne n'est pas statique, elle s'approche de l'objet, donc il y a cette variation de l'échelle de l'image aussi. Et là, on est à cette époque, donc on n'est pas encore à la fin de l'entraînement. On espère que même sur les séquences plus complexes, on puisse voir les résultats de précision inférieurs à 1 centimètre. Pourquoi j'ai dit 1 centimètre? Parce qu'en quelque sorte, c'est la limite théorique. Nous avons entraîné le système sur le corpus totalement synthétique qui était produit par nos collègues biophysiciens. Et là, on voit qu'on peut arriver à la précision jusqu'à 8 mm, pas plus. Donc, dans un système réel, sur les objets réels, c'est pareil. Et maintenant, donc, vous avez vu l'introduction dans nos modèles par apprentissage, vous avez vu leur application, et on passe à l'IA hybride. Donc ici, je vais vous présenter le grand projet qui s'appelle Ferrocampus, qui est donc mené par la région d'Aquitaine avec plusieurs partenaires industriels, notamment avec la SNCF, et nous travaillons directement avec la SNCF sur ces problèmes. Donc, le projet s'appelle TELI, train léger innovant, parce que les idées derrière sont d'automatiser l'inspection de la voirie des rails avec l'analyse des signaux et des images, et tout ça par monter sur des trains qui circulent, donc il n'y a pas une inspection supplémentaire, mais le train transporte les passagers et en même temps, il fait l'acquisition de terrain et le système analyse pour faire les alarmes concernant les différents défauts sur les rails. Et en fait, c'est un problème qui est extrêmement important parce que aujourd'hui, le trafic, la circulation par les chemins de fer en Europe
est en forte augmentation. Donc, typiquement, entre 2021 et 2023, elle a augmenté de 23%. Et ça ne fait que continuer. Et puis, ce qu'on observe, que l'humanité a négligé les chemins de fer pendant assez longtemps. Donc, on avait des voitures en prolifération, on aimait prendre des avions. J'ai été en 98, j'ai été aux États-Unis et il a fallu que je prenne le train pour aller à 2 congrès. Donc, fallait prendre le train à Chicago pour aller à Urbana-Champaign. Et j'ai été tout simplement choquée par la qualité de leur gare, service, le train, l'approche aux passagers. J'étais complètement choquée. Tandis qu'en France, on avait des TGV très confortables, les gares spacieuses, et puis le respect par rapport aux voyageurs. Là-bas, on avait l'impression d'être une bétail qui était... parce que personne ne voyageait en train. Donc, c'était quoi? L'avion et la voiture. Mais maintenant, avec tous les problèmes de l'énergie et pollution et réchauffement climatique, il est clair que nous devons utiliser les transports écologiques. Donc, dans ces conditions, l'inspection manuelle ne suffit plus face à ces volumes de circulation et surtout l'étendue de la voirie. Et donc, on a déjà plusieurs pays, notamment mes collègues à l'Université de Florence, également travaillent sur ces questions, les collègues en Allemagne, et donc en France, bien évidemment, on fait ça. Et donc, j'ai dit l'IA hybride. Donc, tout d'abord, l'état de l'art en détection des défauts est déjà suffisamment avancé. Et aujourd'hui, on a un détecteur qui s'appelle YOLO avec plusieurs versions. YOLO signifie You Only Look Once. Donc, c'est un détecteur des objets qui permet de dire quelle est la classe de l'objet, mais aussi de le localiser très précisément. Et donc, ici, vous voyez typiquement un défaut de surface sur le rail que le détecteur YOLO a reconnu et localisé. Mais il y a un autre qui s'appelle l'écrou manquant. Et donc, il y a un autre à côté. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on va faire confiance à toutes ces détections? Et la réponse est non. La réponse est non. Parce que nous pouvons très bien avoir les défauts qui ont été déjà sécurisés, qui ont été déjà réparés. Et donc, dans ces cas-là, nous devons utiliser non seulement le détecteur de défauts, mais aussi le détecteur de contexte. Et je vais vous montrer un exemple où on a... Ah, c'était oui, ok. Où on a typiquement un écrou manquant dans l'éclisse. Voilà, donc fish plate. Et puis, quelque part, on a un écrou manquant. Mais ce défaut a été déjà réparé, il a été fixé parce qu'il y a eu des cesses de serrage qui étaient rajoutés pour fixer le rail, pour justement ne pas avoir ce tremblement, cette vibration de rail à cause de l'écrou manquant. Et donc, nous allons appliquer les règles logiques, nos systèmes experts. Donc, l'IA, non pas par apprentissage, mais par-dessus de l'IA d'apprentissage. Et donc, on va calculer l'intersection, ce sont des règles par intersection. Donc, écrou manquant
Mais il y a le cesse de serrage aussi dans cette zone-là. Donc cette intersection n'est pas nulle, alors on invalide notre détection de défaut. Le défaut a été réparé. Donc ça, c'est un exemple. Quand on détecte les défauts et le contexte avec l'IA par apprentissage, mais on applique les règles du système expert qui est basé sur la connaissance de domaine. Voilà. Et donc, ce type de choses, on le développe actuellement. Une autre donc, approche, c'est de faire quoi? C'est de faire collaborer les mesures de l'image, donc l'image même, et aussi les signaux d'accéléromètre. Et donc, c'est sur quoi travaille actuellement mon doctorant. Et donc, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec les réseaux, parce que c'est toujours chouette de voir ces features. Donc ici, nous avons le modèle de l'objet. Donc on pousse notre image à travers le réseau et quelque part à l'intérieur, on va extraire les features. Donc vous reconnaissez l'image transformée, la même chose que je vous ai montré sur les visages, d'accord? Et là, déjà, notre détecteur YOLO nous a donné la boîte englobante. Donc, on peut projeter la boîte englobante de défaut dans cette couche de features. Nous faisons la même chose avec le contexte. Et ensuite, on va fusionner le contexte et l'objet par un transformer. Et un transformer, c'est encore une fois le modèle par apprentissage. Donc, les transformers qui sont actuellement donc, les derniers avancés dans l'IA. Et donc, vous voyez que dans ce système, on a deux détecteurs par apprentissage, application de la règle du domaine et qui prend la décision, encore une fois, l'IA par apprentissage. Donc, vous voyez ici, typiquement, notre écrou manquant, il est plus visible là. Et les cesses de serrage qui étaient rajoutés par les services de chemin de fer pour sécuriser cette situation sur le rail. Voilà. Et pour vous donner quelques chiffres, quand on a juste le détecteur de YOLO, ça nous donne 71% de précision. Mais si on rajoute notre système, donc avec les règles et la prise de décision par le transformer vide, nous allons 99% de précision. Pas mal quand même. Voilà. Et donc maintenant, je vais arriver à la conclusion de ma petite conférence pour vous dire que nous sommes très loin de la conclusion dans l'IA, qu'on a encore énormément d'applications pour la compréhension des images et de l'information multimodale. Je vous ai donc cité l'exemple de chemin de fer, mais aussi on a travaillé sur les problèmes de détection des risques sémantiques des personnes qui vivent seules, les personnes fragiles comme dans les situations post-opératoires ou tout simplement des personnes âgées qui vivent seules à domicile. Donc nos psychologues, nos collaborateurs psychologues donc, ont proposé de mettre un dispositif avec une petite caméra à bouton et quelques capteurs comme une montre et un petit capteur sur le plexus pour détecter les situations qui sont dangereuses, comme par exemple les personnes montent les marches d'escalier ou ils rentrent dans la cuisine, donc où il y a un changement entre la position assise et la position debout, donc qui est dangereux parce que le vertige peut arriver et la personne peut tomber. C'est un des risques les plus importants pour les personnes fragiles. Et donc avec toutes ces données, ont donc détecté les situations à risque. Donc ça, c'est l'utilisation multimodale. On a énormément aujourd'hui d'utilisation des données textuelles et de l'image ensemble.
Et typiquement, aujourd'hui, dans les images ChatGPT, vous pouvez donc prendre une photo de vous-même, rentrer le texte de style comment est-ce que je me présente comme Marie Curie, et ça va vous donner l'image avec votre visage, mais en habit de Marie Curie dans un laboratoire. Donc, il y a énormément de choses comme ça avec le texte. Ce n'est pas encore ma compétence parce que je travaille surtout sur les données images et des capteurs comme les signaux ou le son, images et son ensemble. Mais aussi, il y a des effets, pour moi en tant que chercheur, des effets néfastes de l'IA. C'est la production en masse des images synthétiques qui imitent des humains, qui embellissent soi-disant les humains. Donc finalement, les nouvelles générations qui sont accros à Instagram ou à d'autres réseaux sociaux commencent à voir de moins en moins des vraies images, des vrais gens. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de désagréable, et je sais que dans ma recherche, je n'irai jamais dans cette direction, comme application, je veux dire, mais l'IA générative est quand même utile. Par exemple, mes collègues, encore une fois, de l'Université de Florence, ont fondé une start-up qui permet d'améliorer la qualité de la vidéo qui est passée par des réseaux sans fil dans de mauvaises conditions de transmission. Donc, dans ces cas-là, on reçoit la vidéo floue ou avec des artefacts, comme on appelle le blocking artefact, et auquel cas, effectivement, la correction de l'image par un GAN, donc Generative Adversarial Network, est intéressant. Mais pour parler de... disons qu'il y a quand même dans le monde des gens raisonnables et qui ne veulent pas voir tout notre monde embelli et synthétique. C'est que j'ai appris récemment que le site de Hermès, nouveau site de Hermès, a été confié à un artiste peintre, donc, et ce sont des images naturelles, pas du tout produites par l'IA, qui vont être intégrées dans ce site. Il faut laisser les artistes travailler, et l'IA peut aider, mais on ne peut pas les remplacer. Aussi, l'IA permet de réduire le travail pénible. Si je prends l'exemple de chemin de fer, c'est quand même de transformer la qualification des gens qui font l'inspection du terrain par la formation pour qu'ils puissent analyser les réponses de l'IA, donc vérifier visuellement sur les images et ne pas se déplacer sous la pluie et la neige pour inspecter des rails. Et puis aussi, on a un énorme domaine de recherche, c'est l'IA, disons, on appelle ça green, écologique, comment réduire la quantité de calcul, parce que pour apprendre un système conséquent, c'est très important de pouvoir disposer de plusieurs données. Et tout ça, ce sont des calculs très lourds qui demandent beaucoup d'énergie. Et donc, il faudra penser à ça. Il y a déjà toute une branche de recherche en IA qui s'occupe en particulier de cette question. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.